Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on a un super chrono qui vient de s'afficher. Alors par contre, tous ceux qui sont partis, j'ai leur nom et leur prénom, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que vous allez bien. C'est une table ronde un peu spéciale qu'on va animer ce matin, puisque ça fait peut-être, allez Simon, 7, 8 Web Today qu'on intervient. Moi j'ai fait les 10. Ah. Je suis content, ouais. Mais à chaque fois, on prend la parole sur les nouveaux médias et sur les nouvelles narrations et tout ça. Et là, c'est ce que je disais juste avant d'entrer, peut-être une des tables rondes sur lesquelles je maîtrise le moins le sujet, mais que je trouve peut-être le plus intéressant du coup. Pour tous les autres, je vous embrasse. Non, en vrai, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est de plus en plus effectivement dans cette fameuse génération Y, cette génération du sens, de comprendre un peu pourquoi on fait les choses, pourquoi on s'implique. Mais il y a des nouvelles méthodologies parce que ça fait 10 ans qu'on développe des startups, qu'on développe des boîtes, qu'on développe des services. Et j'ai l'impression que là, il y a un milestone intéressant qui est de dire on a appris énormément de choses en 10 ans sur des méthodologies. Il y a quand même ce truc au fond de nous qui est de se dire mais en fait, à quoi on sert fondamentalement? Et donc, on s'implique dans des projets qui sont autres et sur lesquels ça a beaucoup plus de sens pour nous fondamentalement. Et vous allez voir qu'avec le profil de chacun, vous avez tous switché à un moment donné et vous êtes tous dit il faut que je m'implique dans le bien commun. Je suis allé voir une définition quand même du social good il y a 3 minutes avant de commencer. Non, je rigole, j'ai préparé un peu avant. Je suis allé voir une définition et sur lemonde.fr, il dit c'est le mariage entre l'économie sociale et solidaire et les nouvelles technologies. Et je me suis dit, en fait, ça me fait penser vraiment à une définition qu'on appelait avant l'économie collaborative, que WeShare a développée et qui a tué aussi en faisant un billet de blog en disant c'est fini l'économie collaborative. J'ai une première question un peu pour la gratter, et en même temps je vais vous présenter après, mais la première question c'est est-ce que finalement le social good c'est pas un peu le nouveau buzzword à la mode qui fait du bien, mais qui est en fait la nouvelle économie sociale et solidaire, et donc finalement qui dans quelques mois ou quelques années mourra de sa belle mort. Voilà. Et vous avez tous des micros, bien évidemment, si vous voulez prendre la parole. J'ai pas envie de cibler pour le premier tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bonjour. Oui, moi, je trouve que depuis quelques mois, effectivement, on peut parler de buzzword. Après, même si on peut se dire, OK, c'est une tendance, les médias en parlent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se font peut-être par communication et par volonté de communiquer sur le bien et parce qu'on est en quête de sens. À la limite, tant mieux, puisque c'est des choses qui existent quand même depuis plus de temps que les derniers mois et depuis bien avant ce buzzword. Et je pense que les personnes qui s'engagent activement et qui prennent de leur temps pour essayer de faire bouger les lignes, on n'a un peu rien à faire de ce buzzword. Mais par contre, ça peut aider et ça peut porter certains mouvements. Donc autant le prendre et l'utiliser à bon escient. Donc toi, Johanna Kirk, tu es présidente de TechFugis France. TechFugis qui a été invité au SXSW là cette année à faire l'ouverture du SXSW. Ça représente quoi pour vous d'ouvrir un festival qui est un des plus gros festivals tech au monde? Alors, la personne qui a ouvert ce festival, donc c'est notre CEO Joséphine Goub. TechFugis, donc c'est une non-profit internationale. C'était très significatif dans le sens où TechFugis est un mouvement qui est parti d'Europe, notamment en 2015 d'Angleterre, a été fondé par Mike Butcher, un journaliste très connu dans la tech, de TechCrunch d'ailleurs. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui ont eu lieu depuis ces 2-3 dernières années dans plusieurs pays d'Europe, dans le Moyen-Orient, en Australie. Il y a 25 chapitres. Par contre, aux US, c'est encore un autre continent et c'est encore une autre affaire. Donc d'avoir cette visibilité-là, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que c'est la première fois qu'une Française et aussi jeune fasse l'ouverture comme ça. Donc c'était assez, je pense, significatif aussi au niveau de ce festival, d'inviter Joséphine Goub pour faire l'ouverture. Alors on va faire du coup un petit tour de table pour comprendre un peu qui vous êtes. Anthony Babkin, donc toi tu as travaillé pour TBWA, qui est une agence de communication. Tu as monté au sein de l'agence tout le pôle social media. Tu as été nommé directeur associé de l'agence. Et puis là... La crise de la trentaine. Tu t'es barré. J'ai suivi ton exemple. D'accord. Non, toi, tu t'es jamais barré, mais tu as toujours été en crise. C'est ça. Ça m'a inspiré. J'ai toujours été en crise. Non, mais il y a ce truc-là où en fait, tu as été nommé et quelques mois après,
alors que fondamentalement, il y avait une espèce d'achievement de j'en suis arrivé là et j'ai progressivement monté les échelles de la boîte. J'arrive à un niveau où je deviens directeur associé et quelques mois après, je me casse. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est amusant parce que le hashtag du jour, c'est Tech for Good. Et j'avais envie de hacker ce hashtag-là ce matin, sans jouer le start-upper avec tous les buzzwords ce matin. Mais en gros, je me dis, est-ce qu'à un seul moment, on se pose la question à l'envers de Good for Tech ? Est-ce qu'à un seul moment, on se dit, qu'est-ce qui est bon pour la tech ? Et c'est vrai qu'en ayant monté ce pôle communication numérique au sein de TBWA, je me suis aperçu à quel point, malheureusement aujourd'hui dans le monde des agences, mais aussi dans le monde de la tech, on manque terriblement de diversité. Quand je dis diversité, qu'est-ce que ça veut dire ? Diversité sociale, ethnique, culturelle. Elle est absente. Les chiffres sont édifiants. Aujourd'hui, très peu de femmes, très peu de femmes de couleur. Et si je rajoute des critères sur la banlieue et les territoires isolés, on est juste mort. Donc, moi, ça m'a... En fait, comme je suis né à Évry, j'ai eu aussi des galères. J'ai été aidé à un moment par des dispositifs d'inclusion, etc. J'ai eu le sentiment en arrivant à ce poste-là de devoir agir pour que ces choses-là changent. Donc à un moment, quand la mission devient trop importante et trop grande, on a envie de passer le deuxième pied à côté de la barrière. Donc on a créé Diversity Days. C'est ça, donc tu as créé Diversity Days avec Mounira Hamdi. Ouais, c'est ça. Il y a 6 mois. C'est là où je me suis pris une Diversity gifle. Days. Diversity Days, écoute, c'est une initiative qui a vocation à valoriser les talents de la diversité qui sont dans le numérique. Donc ça veut dire aller chercher tous ces gens qui peuvent être des rôles modèles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de rôles modèles dans le monde du divertissement, de la musique, et j'en passe et des meilleurs, je pense que tout de suite on a des noms qui nous viennent en tête. Lorsqu'on parle de la tech, du numérique, du numérique et de l'entrepreneuriat. Numérique englobe déjà beaucoup. Mais... Non, et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que de manière assez spontanée, on n'a pas de noms qui nous viennent de gens qui peuvent être des rôles modèles et issus de cette diversité. Ou alors le pire là-dedans, c'est qu'on peut en avoir 2 ou 3, ce qui nous dit, bon, à la limite, ils sont là. Il y a une diversité. Voilà. Et c'est eux qu'on va inviter pour parler de diversité, plutôt que de leur boîte. Donc ça, c'est un truc qui me gêne un peu. Ça a été une vraie révélation. Donc Diversity Day, ça a pris jour maintenant il y a 6 mois, donc c'est tout récent. Moi, je me suis pris une vraie gifle au lendemain de ça, puisqu'on est vraiment allé chercher des rôles modèles. Ils ont été sélectionnés, on a une centaine de personnes castées. Il y a un comité de bienveillance d'une quinzaine de personnalités économiques et sociales qui sont venues prendre le meilleur peut-être de ce top 100, et on les a mis sur une scène, on les a aidés, coachés, accélérés. Et demain, le but, c'est aussi de les mentorer et de leur permettre d'avoir un réseau de haut niveau. En gros, en faire des rôles modèles demain sur cette scène tech, là où elle en manque terriblement, à mon sens. Alors on va voir ensuite, on va refaire un tour de table sur la partie méthodologique de comment on organise tout ça. Martin Besson, vous êtes le fondateur. Pourquoi un vous qui sort? Tu es fondateur d'un média qui s'appelle Sansa. Comment ça s'est passé la création de ce média et peut-être comment tu pourrais pitcher Sansa? Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on pense à Sansa, on pense à sans-abri. Mais il y a beaucoup plus de A en fait. Mais tu peux aussi dire sans argent, sans amitié, sans affection, sans attention, mais aussi avec des histoires. Donc en fait de dire que chaque personne qui est aujourd'hui dans une situation de précarité, d'exclusion, elle a une part d'ombre effectivement et aussi une part de lumière qui, si on la ravive, en fait, ça peut éclairer déjà sa vie, la changer et changer aussi celle des autres, puisque c'est du donnant-donnant. Pourquoi avoir créé un média finalement? Parce que là, on se rend compte qu'il y a plus une création de mouvement, ou en tout cas de communauté, ou d'envie de s'engager dans le monde réel. On pourrait se dire qu'un média est beaucoup plus dans la notion d'information que d'engagement. Comment tu as trouvé, toi, le lien entre l'info et l'engagement? Justement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les médias devraient faire plus de pas vers les lecteurs et les lecteurs plus de pas vers les journalistes. Donc on est plus dans une dynamique communautaire et participative où chacun peut participer en nous envoyant des histoires de personnes en situation de précarité de manière à rendre visibles les invisibles. Et nous, derrière, on va encourager cette communauté à l'action. Donc typiquement, je peux raconter une histoire peut-être? Vas-y, complètement. L'histoire par exemple de Jean-Claude qui habite depuis 30 ans dans la rue. Quand je dis habite, c'est qu'il s'est construit son chez lui, il avait son barbecue. Quand on venait le voir, il nous sortait une table, des chaises, une bouteille de vin et du saucisson. Donc c'était chez lui en fait. Sauf qu'en fait c'était pas vraiment chez lui, il était sur le trottoir dans la rue et les gens passaient le voir. Et il nous disait parfois, les gens m'emmerdent, ils viennent me donner des aubergines, j'ai pas envie d'aubergines, ils me posent jamais la question. Donc du coup, c'est ça, en fait, on me donne des choses, mais on me demande jamais vraiment de quoi j'ai besoin. Donc c'est très paternaliste et c'est aussi très infantilisant parce que, par exemple, quand on buvait des coups avec Jean-Claude, je pouvais pas lui dire arrête de boire. Enfin, tu tapes déjà 2 litres de vin par jour. Enfin, j'ai 22 ans, il en a 63.
ce serait un peu compliqué. Du coup, quand on réalise son portrait, qu'on raconte son histoire à toute cette communauté, qu'on engage plusieurs dizaines de milliers de personnes, et qu'il y a des personnes qui se disent il a envie d'aller pêcher, je vais lui offrir une canne à pêche. D'autres personnes lui disent je vais lui offrir une radio, un téléphone, une parka, des chaussettes, une paire de chaussures. Et quelques mois après, on continue de raconter son histoire, donc on montre l'engagement de ces personnes. Il y a une vague de froid. On mobilise à nouveau une communauté de partenaires, donc on devait avoir à peu près 1 million d'audience de personnes cumulées qui ont pu la voir ou la lire. Et on collecte 5 000 € en 3 jours. Jean-Claude, on le reloge pendant 2 mois et on raconte l'histoire de ce relogement en montrant qu'en fait 250 personnes qui se mobilisent peuvent changer la vie d'une personne. Ou même encore l'histoire de Charlotte qui est dans la Creuse, donc c'est une personne âgée isolée. Et le problème, c'est que quand on est âgé et isolé, il n'y a plus personne qui vient nous voir, on ne parle plus à personne pendant une semaine, et les seules lettres qu'elle recevait, c'était les factures et les impôts. Donc nous, on est assez triste, on dit qu'est-ce que l'on pourrait faire, mais en même temps, elle a une habitation, mais il n'y a personne qui vient la voir, et on a une personne du Japon, qui fait partie de la communauté, qui se mobilise, et qui dit j'ai envie de lui envoyer une lettre pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Et donc derrière, ça a impulsé un mouvement où on a reçu des lettres du monde entier pour dire à Charlotte qu'elle n'est pas seule. Donc la démarche aujourd'hui, elle serait de se dire comment on peut faire en sorte que toutes ces actions-là puissent se développer à l'échelle mondiale par les citoyens, et que ce soit des initiatives en fait ils s'inspirent de ce que fait Sans Âme, mais ils peuvent le faire à leur échelle et partout dans le monde. Alors moi j'aurais des questions pour toi là, dans un second temps, qui sera vraiment comment est-ce qu'on développe une communauté qui n'est pas dans le monde physique mais dans le monde virtuel, parce que quand on bosse avec des marques, on sait bien que leur mot phare c'est il me faut de l'engagement. Alors comment on crée cet engagement-là? Mais ce sera la question après. Simon Robic, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Simon, ravi de te revoir là. Simon, c'était assez. Je voulais t'avoir sur ce panel pour 2 raisons. La première, c'est que je trouvais la démarche extrêmement. Elle est sortie du cœur, ou même des tripes, ou je ne sais pas d'où elle est sortie, mais tout d'un coup, il y a eu un cri du cœur qui était absolument génial. Et pour la petite anecdote, on a bouffé ensemble 2 heures après que tu aies posté ton message, et on a beaucoup parlé, et j'ai trouvé que c'était assez fort. Tout simplement, il y a eu, et puis en plus c'est local, c'est chouette parce que c'est du coup à Nantes, donc c'est plus concret, je trouve. Enfin, il y a un truc qui est chouette. Globalement, à Nantes, il y avait des personnes migrantes qui étaient logées dans un endroit, en tout cas qui n'étaient pas logées officiellement, mais qui avaient pris un endroit qui n'embêtait absolument personne, et ils ont été sortis par la police. Et toi, ça t'a... Oui, alors j'étais effectivement dans le train pour aller à Paris et je vois, tu vois, les tweets, voilà, ils ont délogé d'un bâtiment de l'université de Nantes. Et en fait, je comprends pas pourquoi. Le truc sert à rien, on les met dehors sans solution. Qu'est-ce qu'ils font ce soir? Enfin, tu vois, je suis pas un militant, genre je suis pas dans des assos, tu vois, j'en ai rencontré plein depuis et ils ont un niveau d'engagement qui a rien à voir avec le mien, tu vois. Donc, mais je sais pas pourquoi effectivement j'ai réagi. Et ma réaction a été hyper facile à faire, hein. C'est que finalement j'ai posté un truc sur Facebook en appelant l'écosystème numérique nantais que j'ai appris un peu à connaître en 10 ans de Web Today et d'autres événements à Nantes ici. Un peu, c'est ça. Et en leur disant, je sais que vous vous investissez déjà sur plein de trucs dans vos boîtes, vous vous investissez aussi pour vous, souvent. Pour ceux qui ne sont pas nantais, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un lieu hyper important à Nantes pour le numérique, qui est la cantine numérique, qui a brûlé il y a quelques mois. Et dans la nuit, il y a eu une mobilisation incroyable de l'écosystème pour trouver des mètres carrés de bureaux pour les boîtes en disant attends, tu es une petite start-up, tu es un porteur de projet, on ne veut pas que ça coupe ton projet, donc viens, moi j'ai un bureau de libre sur un îlot, viens bosser. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un Google Spreadsheet qui est sorti du jour au lendemain. Je ne sais pas qui l'a lancé d'ailleurs, mais très bonne idée. Et tout d'un coup, tout le monde, ou peut-être pas tout le monde, donc beaucoup ont été relogés avec des gens qui disaient moi j'ai un bureau, j'ai des bureaux. C'était génial, c'était devenu le plus grand tiers-lieu du monde peut-être, tu vois, parce qu'à l'échelle de Nantes, tu avais une cantine qui faisait la taille de la ville, tu vois. C'était génial. Donc en fait, l'écosystème avait montré qu'il était capable de s'investir pour lui quand il y avait un vrai besoin, c'était très légitime, et puis pour plein d'autres causes. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait rien pour ça, alors que c'est chez nous aussi, tu vois, enfin, c'est à Nantes, c'est le nouveau squat qui a été ouvert après ça, c'est dans ma rue, donc c'est chez nous, quoi, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Un message sur Facebook, pour commencer. Voilà. Et là, j'ai eu 2 réactions à ça. J'ai eu d'un côté des assos qui ont saisi l'opportunité et qui ont bien fait de le faire, qui se sont dit génial, il y a quelqu'un un petit peu visible à Nantes qui prend la parole sur ce sujet,
je saute sur l'opportunité. Et j'ai eu des start-upers qui m'ont envoyé des mails ou qui ont mis des commentaires en disant oui, il faut qu'on fasse quelque chose, mais ça nous paraît tellement insurmontable. Enfin, c'est une montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des réfugiés, des exilés? J'en sais rien. Donc si tu fais quelque chose, on te suivra. Et donc en fait, moi je suis rentré par cette porte-là de l'hébergement, parce qu'il venait de se faire expulser de quelque part. J'ai commencé à réfléchir, justement, est-ce qu'on n'a pas des mètres carrés de bureau qu'on pourrait mettre à disposition la nuit, dans des situations d'urgence comme ça. Et il y a une des assos qui m'a dit, c'est intéressant, mais va les voir, va discuter avec eux. Et donc il m'a amené dans un squat, dans le nouveau squat qui avait ouvert après cette expulsion. Donc, je leur explique l'idée, ils disent, c'est top, mais on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'ils sont on n'a pas besoin d'hébergement. Non, parce qu'en fait, si demain on doit repartir de ce nouveau squat, on connaît déjà le prochain. Donc en fait, tu vois, à l'époque, alors depuis, il y en a beaucoup plus, et maintenant des gens qui sont dans des tentes dans un square dans le centre-ville, donc peut-être que la situation aurait changé. Et by the way, ils ont besoin de tentes, si jamais vous en avez dont vous ne vous servez pas. Et du coup, ils nous ont dit, en tout cas à l'époque, nous, c'est pas le sujet, et en plus, on est plutôt bien accompagné par la ville de Nantes sur ce sujet-là. Donc, par contre, notre grosse problématique, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort pas de ce squat. Toute la journée, on est là, entre nous. Les seuls moments où on sort, c'est pour aller faire une démarche administrative, mais en gros, on connaît personne, on connaît pas les lieux, voilà. Et donc forcément, ça a fait tilt. Et on s'est dit, nous, on a des lieux, on a des gens qui justement sont souvent en recherche un peu d'engagement et de sens. Construisons quelque chose autour de ça, quoi. Et du coup, vous avez monté un atelier? Alors en fait, on a réfléchi à différents dispositifs plus ou moins engageants pour les boîtes. Parce qu'évidemment, si demain je vais voir un patron de start-up à Nantes et que je lui dis il faut embaucher 10 mecs qui n'ont pas de statut, et t'inquiète pas, t'auras pas de problème. Tu vois, c'est un niveau d'engagement qui est important, politique et juste compliqué légalement, tout ça. Donc je voulais que ça soit facile, je voulais montrer qu'en fait on pouvait rentrer dans le sujet par un petit morceau très facile à faire, qui ne demande pas de temps, pas d'argent, pas d'engagement, même politique et tout, tu vois. Et donc on a monté plusieurs dispositifs plus ou moins engageants. Le premier, c'est effectivement des ateliers en soirée, tu vois, genre 18h, 20h, autour d'une problématique qui peut être hyper basique, genre la rédaction d'un CV, la création d'une boîte mail, des trucs qui en fait, que tu sois start-upper ou pas, c'est même pas le sujet, c'est tout le monde sait le faire. Mais juste là, on a une communauté effectivement de gens qui ont envie de le faire finalement, quoi, tu vois. Et même si ça paraît basique, en fait, ça débloque des situations, genre la capacité à s'inscrire à une formation. Si t'as pas de CV, tu peux pas le faire. Et sauf que, c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres sujets, mais on a fait des ateliers là-dessus où en fait, ils savent pas le faire parce que de là où ils viennent, c'est juste pas dans leur culture. Et puis en plus, ils ont pas le matos pour le faire, ils ont pas l'ordi, pas l'imprimante. Voilà. Ouais, puis ils ont pas les codes aussi pour se dire exactement. comment ça marche. Exactement. Ici, voilà. Donc c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on peut les aider dans les ateliers très courts. Deuxième format un peu plus engageant, c'est que tu libères une journée de travail d'un collaborateur sur l'année pour bosser sur un projet. À l'échelle d'un collaborateur, ça a zéro impact sur sa performance, sur ses projets dans l'année. Par contre, il y a quelque chose comme 22 ou 25 000 personnes qui bossent dans le numérique à Nantes. Si jamais on libérait une journée par personne, tu as 25 000 jours par an libérés. Tu vois. Évidemment, on n'arrivera pas à ça. Mais même si tu en libères 50 journées, c'est gigantesque en vrai, quoi. Et c'est très peu engageant pour la boîte. Un peu plus, mais pas beaucoup quand même. Et le troisième format, là, on veut bosser sur des stages. C'est-à-dire, on veut réussir à les amener dans les équipes, dans l'organisation et vraiment aller encore plus loin dans l'intégration. Et en fait, on a lancé un site web qui s'appelle exilé.startupnantes.com et sur lequel en fait, on a décrit ces 3 dispositifs avec un formulaire pour que les boîtes s'inscrivent. Et on s'est dit, ils vont s'inscrire sur le premier atelier, puis on va monter et on a le temps de régler la situation des stages, les conventions, tout ça. Et en fait, il y a plus d'un tiers des inscriptions de boîtes qui sont tout de suite sur des stages, donc qui veulent tout de suite les prendre en stage. Donc c'est un très bon problème. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver comment on le fait vraiment, comment on leur file vraiment des conventions de stage, comment on borne le truc pour éviter qu'en fait, ce soit une entreprise un peu chelou du BTP qui les prenne en stage sur 6 mois, qui les paye pas. Enfin, tu vois, faut qu'on pas non plus tomber là-dedans à cause de ça. Mais en fait, on a tout de suite aujourd'hui des boîtes dans le web qui sont prêts à les prendre dans leur organisation, dans leurs équipes, quoi. Je te pose la question dans le second tour de table, parce que ça m'intéresse la question des institutions et de ce que tu as monté finalement. Institutions, je mets dedans institutions publiques, donc je pense à la maire de Nantes et je pense aux acteurs politiques, et puis je pense aussi aux associations, tu en as un peu parlé. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez collaboré ensemble et comment ils ont perçu ça. Mais Johanna, je voulais revenir à toi. Tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a intéressé, tu as dit finalement aujourd'hui on est présent dans
25, 25 pays. Comment ça marche cette collaboration? Parce qu'on parle beaucoup de la culture digitale, qui est une culture finalement un peu américaine, hein, on ne va pas se mentir, où on partage des valeurs de partage et tout ça. Est-ce que le fait qu'il y ait cette culture digitale un peu partout qui soit assez proche finalement, est-ce que ça aide des mouvements comme TechFugees pour se développer et finalement avoir le même langage commun pour, quel que soit le pays, accompagner et aider des personnes qui en ont besoin? Oui, alors TechFugees est né en fait. Alors c'est marrant quand tu dis que tu as lancé un post Facebook, c'est exactement la même chose qui s'est passée à la naissance de TechFugees. Donc Mike Butcher a posté un message en disant, puisqu'on était nombreux à réagir, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo de ce petit garçon Elan, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la communauté tech internationale, au-delà de faire un don. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut aider à coordonner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en l'espace de 24 heures, on a été plusieurs centaines, dont moi, à lever le pouce, ouais. Et dire on est là, on est présent. Et il y a cette espèce de communauté, quelque chose qui est très propre à la communauté digitale finalement, qui s'est mis en marche parce que il y a eu un Google Doc pour rassembler donc des noms de personnes, des boîtes, des institutions qui voulaient participer. Un logo s'est créé, un site s'est créé et un premier meet-up. Donc je pense que en fait c'est toujours un équilibre entre les choses incroyables que peuvent permettre les technologies. Mais il y a aussi ce lien avec quelque chose de très, très terrain et très local. Puisqu'on est nombreux à avoir dit on veut aider, on vient de la technologie. Par contre, on ne sait pas encore ce qui se passe précisément parce qu'on n'est pas acteur en fait, du terrain et on n'est pas expert en fait, du sujet sur les réfugiés. Donc la première chose, ça a été de créer ce meet-up et créer un moment de rencontre entre différentes populations, différentes communautés. Donc ça s'est fait donc en Angleterre et ensuite en France. Donc quelques mois après, on a organisé un premier hackathon, donc sur un week-end, dans une école de coding, Le Wagon. 150 personnes sont venues et c'était des personnes qui ne s'étaient jamais, des groupements en fait qui ne s'étaient jamais en fait parlé. Donc des ONG, des associations absolument géniales qu'on connaît bien maintenant, qui sont partenaires. Des enthousiastes, des étudiants, des développeurs, des gens, je pense à Arnaud Chéniaud du NOMA aussi qui est venu soutenir. Il y a eu énormément on pense tous à Arnaud Chéniaud, on globalement. pense tous à Arnaud Chéniaud. Arnaud Chéniaud, on t'aime. Je ne sais pas si tu es là, mais nous t'aimons. Mais en tout cas, on a eu en fait, un peu comme ce que tu as vécu, en fait, un répondant absolument énorme de individus, mais aussi de boîtes dans la tech qui nous ont dit on veut aider, mais on ne sait pas comment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un shift en fait là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous dans la même philosophie en ce moment, qui est de se dire on a passé de 20 à 30 ans finalement à bosser comme des tarés pour arriver à un niveau qu'on souhaitait, quel que soit notre profil. Et là, on a envie de reprendre les choses un peu dans l'ordre en se disant, en fait, par exemple, il y en a qui se disent, moi j'ai toujours voulu faire un truc à 20 ans et je l'ai caché pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir aux copains, pour faire plaisir à une stature sociale ou ce genre de choses. Et à 30 ans, on se réveille en disant, ok, j'ai prouvé que j'étais capable de, maintenant je vais changer. Mais est-ce que ça n'aura pas un impact encore plus grand pour les boîtes que cette fameuse petite génération Y qui a débarqué un jour dans les bureaux et ils se sont dit c'est fou, il faut closer des cloisons, il faut péter les cloisons et mettre des poneys. Non, là c'est sans commune mesure par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec ça. En tout cas, en termes de boîtes tech avec qui nous sommes en lien, il y a vraiment des choses qui sont mises en place, des boîtes par exemple qui donnent du temps à leurs employés pour s'investir dans une non-profit, une association qui donne des heures travaillées. On a même donc des équipes qui ont monté des projets pendant nos événements, des hackathons qui existent toujours. Hein. Maintenant, c'est des startups en fait qui se développent, qui ont été soutenues au sein de plusieurs grandes boîtes tech par leurs équipes en fait, hein, qui ont eu un suivi sur 6 mois et des gens extrêmement motivés parce que ça leur donne du sens en fait. Hein. Ça leur permet de répondre à une quête de sens en fait.
Merci pour ça. Et j'ai un peu la question pour la gratter du coup. J'aurais bien répondu. C'est vrai? Moi j'avais une autre question pour toi. C'est vrai. Mais non, c'est parce que tu parlais de la crise de la trentaine. Je pense qu'évidemment, il y a des choses qui expliquent à un moment qu'on a envie d'avoir du sens dans son quotidien. Moi, je serais revenu au rapport de l'inclusion qui a été rendu à l'équipe de Mounir Majoubi il y a quelques semaines. Et ces rapports qui sont successifs. Aujourd'hui, c'est 13 millions de Français qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Et tu en as 40% d'entre eux qui ont peur de faire même des démarches en ligne, etc. Donc en fait, il y a un enjeu qui me paraît aussi important. 13 millions sur 70 quand même, donc c'est énorme. Bah ouais. Ou 65, enfin entre 65. Ouais. Donc c'est quasiment 15 à 20% de Français qui ne savent pas se servir de l'ordi. Donc quand on sort de nos grosses villes de Paris à Nantes, etc., quand on va dans des petites villes, d'un coup on se rend compte que les gens ne savent pas se servir forcément d'un ordinateur. Alors il y a une question évidemment administrative pour l'État de savoir comment les gens vont faire leurs démarches administratives, de payer leurs impôts à d'autres démarches qu'on imagine très bien. Et par ailleurs, il y a aussi celle de le moment où le job va disparaître parce qu'il va être remplacé par une machine, sans être dans la disruption à tout va, mais dans le quotidien. Hein, c'est-à-dire, en fait, je suis un guichetier quelque part, je suis une caissière. Est-ce qu'à un moment, la technologie peut m'aider, peut être une reconversion possible? Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a emmené à changer de vie pour répondre à ta question. C'est à un moment se dire que, pour moi, c'est l'enjeu du 21e siècle, en tout cas de ce début du 21e siècle. On a parlé de troisième révolution, etc., industrielle. Comment on n'exclut personne dans cette révolution-là? Et à la limite, j'ai envie de dire comment on permet à tous de faire du numérique une chance. Voilà. On parlait un peu des entreprises et des liens, en fait, et comment est-ce qu'on s'implique. Il y a quand même une question qui se pose, tu sais, quand c'était vraiment le côté du green et de l'écologie, il y a eu du greenwashing à tout va avec les boîtes. Maintenant, avec le social good, comment toi qui as bien bossé avec les marques, c'était ma question un peu bâtarde, mais comment on évite ça, en fait? Parce qu'il y en a, évidemment. Tu vois, comment est-ce que quand tu disais, il y a des boîtes tech qui vont donner une journée de leurs collaborateurs ou ce genre de choses, comment tu évites que derrière, il n'y ait pas une récupération en disant regardez, je suis hyper smart, je l'ai fait. Enfin, comment on trouve un entre-deux là-dessus? Alors après, c'est bien, ça risque de faire débat, mais moi je vois plutôt d'un bon œil les démarches de groupes privés là, qui à un moment vont sur le territoire. Alors certes, elles viennent faire du business. Je pense évidemment à Google qui a cet enjeu d'aller à un moment faire en sorte que tout le monde utilise ses produits. Mais il y a aussi cet enjeu à un moment de former. Donc ils vont former aussi bien, et sans caricaturer Madame Michu, que le boulanger du coin qui a besoin sans doute de faire des Google Ads. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a besoin de ces acteurs. Enfin, c'est un mariage du public et du privé. Pour être hier discuté avec un des conseillers sur le numérique, je passe les détails, mais on voit bien qu'il y a cet enjeu d'aller à Bourg-en-Brest aussi bien que la ville à 30 km d'ici. Et aussi d'avoir à un moment un mariage de ces deux acteurs, à savoir privé et public, parce que le public ne pourra pas tout faire. Parce que tu vois, j'ai trouvé en mars 2018, il y avait la Social Good Week, et le slogan c'était « Connecter le monde ne suffit pas ». Et je me suis dit, waouh, quel pied de nez à Facebook et à Zuckerberg qui est dans ce truc de on va connecter tout le monde et compagnie. C'est le supplément d'âme de ces boîtes-là aussi. Enfin, ouais. Et puis je pense qu'il faut. Excuse-moi, mais j'ai envie de réagir tellement pété là-dessus, les tours de table de ouf. Ouais, désolé. Mais je pense qu'il faut juste se dire que c'est pas qu'un sujet de boîte tech et surtout pas un sujet que de grosses boîtes tech. Et qu'en fait, tu vas pas pouvoir faire du social washing hyper longtemps parce que tes collaborateurs, ils en ont vraiment envie en fait de s'investir sur un sujet comme ça. Et si je prends mon exemple perso, mais je pense qu'il est un peu représentatif, c'est que j'adore ma boîte, j'adore les projets sur lesquels je bosse, j'adore les gens avec qui je travaille. Vraiment, je m'ennuie pas, c'est génial. Mais c'est pas pour ça que je vais trouver du sens en fait dans mon métier, dans le côté impact et tout. Alors, je n'ai pas non plus envie de changer de vie, tu vois. Et je pense qu'en fait c'est complémentaire, c'est que tu peux du coup t'investir sur des trucs à côté de ton boulot, tu vois, et pour retrouver ce sens qui n'est pas directement lié à ton métier. Et ça, si ta boîte te permet de le faire, si elle le fait au départ que sur du social washing pour recruter des gens, en fait, à un moment donné, elle va bien se rendre compte que c'est important et tu dois avoir une vraie stratégie, entre guillemets, ou en tout cas avoir des vrais moyens pour permettre de développer ça, parce que sinon, ils vont se barrer. Et alors là, je reviens aux boîtes tech, on a tous tout un problème de recrutement, de garder les talents, parce qu'il y a une concurrence de dingue en fait sur le marché de l'emploi chez nous. Et donc, pour moi, c'est un vrai levier pour attirer des talents et les garder en fait. Ça. Donc, tu peux pas faire du social washing longtemps en fait, je pense. Ok.
Tu voulais prendre la parole, Martin. Ouais, j'ai plein de trucs à dire. Je me tais depuis un quart d'heure, je vais reprendre toutes les questions depuis le début. Sur la question de l'économie sociale et solidaire, la question du social, de la tech for good, moi ce qui m'agace énormément, c'est qu'on catégorise, on segmente des entreprises en fonction de leur activité. Je prends l'exemple de mon père, à un moment il me dit je fais de l'économie sociale et solidaire, moi je suis expert comptable, j'en ai fait quand j'ai permis à mes salariés par exemple d'avoir leur vendredi après-midi disponible, de les écouter, de mettre en place tous ces services, d'être à l'écoute. Donc il n'y a pas que ces entreprises labellisées tech ou social tech ou autres qui font finalement du bien. Oui, en fait, c'est un label, mais beaucoup en fond, et sans le savoir. Voilà. Et puis alors, le truc qui est encore génial, c'est qu'on dit que c'est pas assez présent, mais toutes ces entreprises de la tech ou tech for good ou de l'économie sociale et solidaire font pas non plus grand-chose pour être sur le devant de la scène. C'est-à-dire que généralement, c'est un peu ce que je reproche à ce milieu-là, c'est que leur communication est super chiante, à utiliser des mots super chiants, très institutionnels, mais on sait déjà que quand l'État ou des gouvernements, des villes, des collectivités font de la communication, c'est chiant, on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus répulsif que attractif. Donc il y a tout un travail de sensibilisation à faire dans cet écosystème pour dire aux gens, vous ne le savez pas, mais vous faites du bien tous les jours, n'hésitez pas à en parler. J'entends plein de gens qui me disent, mais moi quand j'aide une personne sans abri, j'en parle pas. C'est con, si tu disais juste sur Facebook tu l'as fait, ça se trouve les autres auraient envie de le faire parce que tu es heureux de l'avoir fait, tu as aidé une personne, c'est du gagnant-gagnant. Tu as toujours la frontière de est-ce que je le fais pour dire aux gens cool, regardez c'est facile, ou est-ce que tu le fais et les gens vont se dire ça va, le mec s'achète une bonne conscience en disant qu'il l'a fait. C'est toujours le problème. Ouais, enfin nous avec 100 ans on sait que pour engager les gens on table sur quelque chose qui est assez, sur le pire de l'humain, c'est sur l'ego. Si on active des mécanismes qui sont assez négatifs, comme quand on va voir des entreprises, même si elles font du social washing, pour nous, c'est quitte à ce qu'elles aient une cuillère en or dans la bouche, autant qu'on la partage et qu'on en prenne un peu pour faire des choses qui sont positives. Donc en fait, c'est pas la façon dont on le fait, c'est les conséquences qui sont importantes. Je pense, donc c'est... Tout ça m'amène moi à me dire qu'elles fassent du social washing, elles se prendront le retour de bâton à un moment ou à un autre. Et comme tu le dis, Simon, tous les salariés ont vraiment envie de le faire, donc c'est une démarche qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, je pense que là il y a le French Impact qui a été lancé. Il y a plein de mouvements qui se lancent un petit peu partout pour essayer de fédérer cet écosystème qui est assez dense, et en espérant que ça va prendre et qu'il y ait un porte-étendard qui va pouvoir porter les valeurs et les ambitions de cet écosystème. Sur la Tech for Good, il y a eu Fest qui s'est lancé aussi. Et sur les démarches communautaires, finalement, il y en a, comme nous on le fait avec Santé, puisque c'était la question, mais du coup je rebondis sur toutes les questions. L'objectif, c'est d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour engager les gens et leur dire, nous on fait ça aujourd'hui, mais c'est aussi à vous de reprendre le pouvoir sur vos actions citoyennes, sur votre mobilisation. On critique tout le temps finalement les politiques gouvernementales, que ce soit de droite, de gauche, du centre, en même temps droite et gauche. On critique, mais derrière, si on veut vraiment changer les choses, c'est aux citoyens de le faire et de se dire je me balade dans la rue, je vois une personne sans abri, je l'aide. Je vois une personne réfugiée et je supporte pas ça, je m'engage comme le fait Simon. Mike Butcher lance un appel, Johanna se lance. Anthony voit qu'il n'y a pas assez de diversité, décide de se barrer et de le faire. En gros, de se dire c'est accessible à tous. Moi, j'ai 22 piges, je viens d'une campagne plutôt pas très profonde, mais qui a pas mal voté Front National, un peu enclavé. Je me suis fait virer de tous mes lycées, mes parents ils étaient en train de faire une dépression. Je suis dans un lycée, je vends des cigarettes électroniques, je me fais têche. Je vais dans un stage, je retourne la boîte, je me fais virer aussi. Au bout d'un moment, je me dis, c'est la technologie et tous les réseaux et ces communautés qui m'ont permis, moi, de le faire. Donc, si on a une envie de changer les choses, de se lancer et pas d'attendre que les autres le fassent. Voilà. Attends, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vous vois pas bien, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 25 minutes. Il y a un moment donné, je vais vous challenger. On peut les prendre maintenant, non? On peut les prendre maintenant. Quelqu'un a des questions? Les gens dorment, c'est fou ça. Il y a une question tout en haut. Non, peut-être pas. Non. Alors, on continue. J'en ai plein, vous inquiétez pas. Tu voulais prendre la parole, Anthony? Non, mais en fait, on parlait des groupes tech. Et je reviens sur ta remarque. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas que les gros groupes tech. Je pense que c'est un maillage d'écosystèmes qui doit travailler ensemble. En fait, on a le sentiment depuis quelques années que ces grands groupes-là ont compris qu'il y avait des politiques RSE à mener aussi.
Je pense que c'est aussi partie de la fronde aux États-Unis de femmes qui sont sur des plateaux d'entrepreneurs. Je pense à San Francisco, effectivement, où les femmes sont un peu révoltées en disant qu'il y avait un machisme ambiant, etc. Et donc on voit bien qu'il y a un sujet sur rien que la place des femmes dans la tech. Mais on a le sentiment là que tous sont en train de... Le Tech for Good, c'est en gros la politique RSE de ces groupes-là, quoi. Et les politiques RSE existent depuis des dizaines, voire 10, 20, 30 ans en France et à l'étranger. Donc c'est amusant que ce sujet vienne, parce que tu as commencé comme ça en disant, mais finalement, est-ce que c'est pas simplement anciennement l'économie collaborative, etc. Toi, tu dis finalement, ça revient encore avant qu'était la RSE. Ces groupes-là ont fait beaucoup de sous, et à un moment, on leur demande simplement de redistribuer un tout petit peu en ayant des politiques responsables. Donc c'est l'avènement de ça, c'est bon, c'est important, et heureusement que ça bouge aujourd'hui. Ouais. J'ai une question pour Simon. Après, je reviens vers toi, Jeanne. Moi, j'ai une question, parce que finalement, il nous reste plus que 20 minutes. Partons du principe que, et c'est le cas, il y a un côté, vous êtes des têtes de réseau, tous. Vous avez la chance d'avoir une communauté qui vous suit, qui vous écoute. Je pense à Simon, quand tu as mis ton message sur Facebook, on l'a suivi là, pendant le déj, c'était fou, le nombre de likes, le nombre de messages que tu recevais, d'institutionnels, de politiques, d'autres, qui disaient faut qu'on se mobilise, ou même de personnes de la tech. Je pense aux personnes qui du coup, on n'a pas de communauté, personne ne nous connaît. Comment on fait? Parce qu'on le disait, effectivement, tu as de la personne qui est en bas de chez toi, ok, mais soit tu rentres dans une démarche très colibri de se dire je fais au moins ma part du travail et je le fais. Si, comme vous, on a envie d'aller plus loin et de mener un mouvement et d'emmener des gens avec nous, comment on fait? C'est quoi la bonne méthode? Je pense si on a une. Je pense qu'on a tous une communauté, on a tous une audience qui est plus ou moins importante, mais ça peut démarrer par ses collègues de boulot, tu vois. Tu connais un peu leur sensibilité sur ces sujets parce que forcément t'en parles, parce qu'il y a de l'actualité, ça commente et tu te dis, tiens, peut-être que dans le quartier, on pourrait faire un truc, tu vois. Et ouais, je suis assez convaincu sur le côté colibri. Au final, ce qu'on a fait, nous, c'est sur un écosystème, à propos d'un problème important qui concerne beaucoup de gens, et on réalise quelques petites actions, tu vois. Donc, je ne suis pas en train de résoudre le problème global, tu vois, du tout. Pour autant, mais ça peut faire peur, ça, de se dire, en fait, je vais peut-être juste aider 10 personnes sur un mouvement qui est tellement important. Quand, avec Adrien Pogetti, qui m'a beaucoup aidé quand on a travaillé sur ce sujet-là, en fait, on a fait un Google Doc partagé où on a commencé à imaginer les dispositifs. En bas, on a mis objectif une embauche. Tu vois, c'est le truc qu'on veut atteindre un jour, en fait. Ça voudra dire qu'on a fait sauter plein de trucs, mais à la fin, on aura trouvé un boulot pour une personne, tu vois. Et là, on se sera dit, le truc, il est atteint. Donc, c'est pas gigantesque. Et même, c'est-à-dire quand on a fait le premier atelier, qu'il y a un des gars qui est venu faire son CV et qui a dit, mais en fait, ce que j'ai fait ce soir-là me permet de m'inscrire dans telle école. Je ne pouvais pas, c'était inaccessible. Et en fait, ça m'a pris 2 heures. On lui a fait un CV, donc c'est que dalle. Tu vois, le niveau d'engagement, il est 0 en fait. On n'a rien fait. Sauf que lui, ça lui a débloqué une formation. Donc, et tu vois, je ne sais pas ce que ça deviendra. Je ne sais pas s'il aura son diplôme. Peut-être que s'il l'a, il aura peut-être un boulot derrière. Et en fait, avec 2 heures de mon temps, on lui a mis un pied à l'étrier, en fait. Donc c'est mortel. Et donc c'est hyper accessible. Et c'est ça qu'en fait qu'on voulait démontrer, nous, en lançant ces différents niveaux d'engagement. C'est que moi, j'ai un respect immense pour les assos que j'ai rencontrés. Et je pense notamment à Laure, qui est une hébergeuse solidaire en fait, à Nantes. C'est-à-dire qu'elle, chez elle, elle a une chambre d'amis dans laquelle elle accueille des gens, tu vois. Et moi, je suis incapable de faire ça. J'en suis pas là dans mon engagement. J'ai pas de chambre d'amis déjà. Tu vois. Non, mais je veux dire que tu vois. Non, mais je serais pas prêt en fait. Voilà, c'est mon niveau d'engagement et le sien, il est gigantesque et je le respecte mais 1000 fois. Mais ça veut pas dire que le fait de passer 2 heures à bosser sur un CV avec quelqu'un, ça sert à rien non plus. Et en fait, chacun peut s'engager à la hauteur de ce qu'il sait faire, de ce qu'il est prêt à faire avec son temps, ses moyens et tout, dans sa première communauté, dans son premier cercle, tu vois, et c'est déjà utile. Alors à Nantes, il y a ça, mais comment on fait pour trouver des associations qui sont dans cette démarche-là? Il y a un site internet, il y a Google, tu vois, tu tapes Asso, je connais pas. Asso diversité Lyon, Asso réfugiés Nantes,
tu les trouves, tu vois. Enfin, Non, tu as raison, aujourd'hui, il n'y a rien pour les recenser à proprement parler. Enfin, À part Google. Oui, et puis on est déjà 4 là à soutenir, comme tu le disais, des initiatives qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire bouger les lignes. Non, moi, le message que j'ai envie de faire passer, et là, pardon, je prêche pour ma paroisse une seule seconde, mais sur Diversity Day, c'est de se dire il y a des talents partout en France. C'est quand même l'intuition au départ. Hein. C'est de se dire que des gens qui réveillent le numérique, il y en a absolument partout. Et des gens qui inspirent d'autres, il y en a partout. Donc nous, on a voulu sortir des murs parisiens. La prochaine édition est à Toulouse. Je vais en faire une à Lyon, on en fait une à Lille, on va en refaire une à Paris. Et donc effectivement, Nantes est un bassin aussi d'emploi, un bassin du numérique. Web2Days a montré la voie avant tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Paris. Donc c'est la preuve que le numérique s'invente absolument partout. Mais voilà, moi je cherche des volontaires pour monter des éditions partout en France. Donc quand tu dis finalement aujourd'hui comment œuvrer, etc., bah, déjà rejoindre des initiatives existantes. Aujourd'hui, moi je gravite un petit peu. Alors tu vois, je plaisante parce que je dis j'ai un baluchon connecté, etc. Et je suis un digital nomade, là je me promène partout en France. Mais je me rends compte que, les initiatives sociales et numériques, tech comme tu veux, ne se rencontrent pas suffisamment. 2, je me rends compte que l'union fait la force et qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se tirent un peu dans les pattes en disant oui, mais nous, on avait créé ça et nous, on s'en fout. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on n'exclut pas des gens de l'emploi. Et ça veut dire que ces gens qui aujourd'hui ont des tout petits salaires déjà parce qu'ils font des petits jobs, ces petits jobs risquent de disparaître parce que voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec Carrefour, avec un certain nombre d'emplois qui disparaissent, l'automatisation de plein de choses, j'y vois un très bon regard, mais regarde ces 30 000 véhicules autonomes achetés par Uber aux États-Unis. Qu'est-ce que vont faire les 30 000 chauffeurs qu'il y a derrière ? Bon, donc c'est des questions quand même qu'on peut poser et demain, cet accès au numérique, pour moi, il est un enjeu capital. Donc rejoignez des mouvements existants si tant est que cet appel soit entendu. Rejoignez le mouvement. Johanna, moi ça m'intéresse de savoir, on parlait beaucoup de l'international. Est-ce qu'il y a des best practices ou des mouvements ou des choses que tu as vues à l'international qui sont inspirantes pour le cas français ? Oui, alors il y a toujours des choses qu'on peut apprendre de l'international, des mobilisations qui sont différentes. Après, pour le cas de Tech Fugees et notamment des réfugiés, je pense qu'il y a quelque chose de très local quand même à prendre en compte. Là où on peut apprendre beaucoup, c'est par certains pays où il y a des choses qui se font depuis plus longtemps qu'en France. Donc notamment, je pense à la Norvège, à la Jordanie, parce qu'en Jordanie, il y a des énormes camps de réfugiés. Et il y a des choses extraordinaires avec des gens vraiment incroyables qui font beaucoup de choses. Donc c'est effectivement très inspirant de se regarder les uns les autres, d'apprendre à se connaître. Après, il y a toujours quelque chose de vraiment très terrain et très local. Et c'est comme ça finalement qu'on peut faire remonter vraiment les besoins. Avec Tech Fugees, alors je reviens sur ce que tu disais. Quand on commence de rien et on se donne comme objectif d'aider une personne ou 10 personnes, comme tu dis. Je te coupe, mais j'ai l'impression que c'est important dans l'espèce de to-do pour se mettre en action. Vous dites tous depuis le début, il faut un objectif clair. Alors, un objectif clair, oui, et dans le sens où quand c'est changer la vie d'une personne, c'est énorme en fait. Que ce soit une ou plusieurs centaines ou plus encore. Mais cette première personne, elle ouvrira forcément la porte à d'autres parce que finalement, en fait, chaque obstacle que va rencontrer cette personne va aider à ouvrir des portes. Et là, notamment avec Tech Fugees France, on a lancé un programme de mentorat pour les femmes réfugiées parce que c'est encore un autre cas. Il y a très très peu, encore moins en fait, de femmes réfugiées qui accèdent à des formations, à des emplois, etc. Donc on apprend énormément. Et donc ces 12 femmes sont juste incroyables. Alors on pourrait se dire que c'est que 12, mais 12, c'est énorme en fait, dans le sens où elles apprennent à se connaître, elles sont solidaires, elles s'entraident, nous les aidons, notre écosystème apprend à les connaître, les porte, les accompagne, parce que certaines sont entrepreneuses, en train de monter des projets, développeuses, etc. Mais ont besoin d'aide, parce qu'elles ont des contraintes, par exemple, de vraiment très concrètes, c'est que si elles ne travaillent pas elles ne trouvent pas un emploi, elles sont mises à la rue par leur foyer, par exemple. Donc certaines doivent aller travailler
au plus vite. Donc, une d'entre elles est allée travailler au McDo, par exemple. Et donc, il faut réussir à s'adapter à ce type de situation pour tout de même faire avancer les choses. Et c'est comme si on voulait percer ou ouvrir une porte et créer finalement une inspiration. Et ce qui est important pour nous, c'est d'impliquer ces personnes. Donc, dans l'équipe TechStudies France, il y a en fait dans toute l'équipe, c'est des personnes réfugiées qu'on a rencontrées pendant nos hackathons, etc. Parce que c'est finalement pas pour eux qu'on le fait, mais avec eux. Et c'est très humain, en fait, tout ça. Voilà, Toi, Martin, tu es vraiment là-dedans, dans le côté humain, parce qu'en fait, à chaque numéro, parce que vous feuilletonnez, c'est une personne dont vous racontez l'histoire. Est-ce que tu arrives justement à avoir cet objectif clair, toi, alors de la personne, effectivement, dont tu racontes l'histoire, mais cette capacité justement à étendre ou à avoir un écho positif autour d'elle? Alors totalement, et ce qui est assez amusant, c'est qu'on avait, ça faisait 7 mois qu'on n'avait pas raconté une histoire, donc là on vient de raconter l'histoire de Séverine et Fabien, qui habitent dans un squat à Nantes, qui sont fatigués, qui sont sans abri depuis un certain nombre d'années, qui aujourd'hui ont envie de s'en sortir. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de pas être dans le misérabilisme, donc de dire, alors c'est quoi ta vie? Donc tu es sans abri, tu habites dans un squat, tu n'as pas de boulot, tu es malade, tu vis dans des conditions assez insalubres, mais de dire, il y a toute cette partie négative qui représenterait les 30%, et on va se concentrer sur les 70% suivants. Donc de dire, c'est quoi ton rêve? Leur rêve aujourd'hui, c'est d'avoir un camping-car et de traverser l'Europe et d'aller au Portugal, de retrouver leurs racines, pouvoir aller travailler dans les vignes, faire du boulot de saisonnier, mais c'est leur rêve en fait, c'est leur envie. Donc de les questionner, de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire. Donc c'est eux qui fixent l'objectif. C'est pas à nous de dire d'un ton encore une fois paternaliste ou infantilisant, bon écoutez, moi j'ai 22 ans, vous en avez 30, 37, je vais vous expliquer comment vous devez gérer votre vie, alors que moi-même j'en suis juste au tout début et qu'eux ont vécu beaucoup plus de choses et des choses parfois beaucoup plus difficiles. Donc ils fixent leur objectif. Et ensuite, une fois qu'on l'a, on essaie de raconter et d'articuler tout ça autour d'eux, donc autour de leur envie. Et pas de partir de on va leur imposer parce que c'est ça la bonne chose. On est là pour les aider, pour les sortir de là et surtout les rendre heureux, les rendre visibles, raconter leur histoire. Et donc, en faisant tout ça, on va par exemple faire différents formats, un portrait texte, aller coller des affiches en 4x3 dans la rue avec leur histoire, faire des podcasts, engager des partenaires. Donc là, par exemple, sur cette mobilisation et ce qu'on est en train de faire, on essaye d'avoir une communauté un peu plus de 4 millions de personnes pour collecter 5 000 euros. D'ailleurs, si vous avez envie de participer, tous les dons sont acceptés. C'est sur GoFundMe et c'est pour acheter un camping-car à Séverine et Fabien. Donc vraiment un projet qui est concret. Et surtout, notre envie, c'est de sortir de cette vision qui est très impersonnelle, à savoir quand on voit des publicités, par exemple dans le métro, qui disent donnez 10 euros pour telle association, donnez 10 euros pour aider des enfants, pour aider des personnes sans abri. Il y a eu tellement de scandales dans les associations et des éléments assez négatifs sur des détournements de fonds ou des choses qui ne sont pas illégales, mais en tout cas on pourrait dire assez immorales, que nous on veut plus s'axer sur la personnification, l'engagement émotionnel et dire tu soutiens pas une cause, tu soutiens une personne et en fait c'est beaucoup plus rapide d'arriver à un achievement qui est positif et de dire on a aidé une personne donc on l'a sorti de là, que de dire je donne tous les ans 100 euros et la cause des sans-abri avance pas et en fait on est tous super déçus. J'ai l'impression, on dit la même chose. Préparez-vous, ça va pas tarder les questions, si vraiment vous en avez. Il y a une pression dans l'audience. Il y a une pression de ouf, parce qu'à chaque fois, personne ne pose de questions. Et je me fais taper sur les doigts. C'est le moment où la lumière se rallume qu'on se rend compte de la pression qui arrive sur l'audience. Écoute, moi je trouve qu'on se dit la même chose, c'est comment on donne confiance aux gens, comment on leur donne la possibilité d'être aidés et pas assistés, comment on leur permet de devenir autonomes. Moi je crois beaucoup au principe du rôle modèle, je trouve qu'on en manque terriblement, effectivement, je parlais de diversité numérique, c'est-à-dire finalement des gens, tu parlais de 12 femmes, c'est ça, je pense qu'à un moment c'est montrer des exemples, montrer des gens qui arrivent, qui donnent la voix, qui montrent voilà. Comment s'en sortir, quelles armes ils ont déployées. Et pour moi, enfant de banlieue, il m'a manqué terriblement ce type de modèle quand j'étais à Évry. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui vient me dire le numérique peut être un ascenseur social pour toi. Ça a été le cas après, hein, tu vois, avec des bouquins, des choses, mais qui étaient en lien avec le numérique à chaque fois. C'est le fil rouge. Et je crois qu'aujourd'hui, ça peut être un véritable ascenseur pour plein de gens. Mais faut-il encore qu'ils se projettent, qu'ils aient le sentiment dans leurs voisins, dans leurs potes de quartier, etc., qu'ils aient l'impression que on vient de leur dire
vas-y, code, mets-toi à coder, essaye, tu vas voir, c'est cool. Avec ton téléphone, c'est Mounir Majoubi qui disait ça. Bah, aujourd'hui, un jeune de quartier, avec son téléphone, il peut faire plein de choses. Ouais, mais faut-il encore qu'il se projette dans quelqu'un qui est un peu comme lui? Pour aller en ton sens, et après je te donne la parole, Simon. Ouais. Moi, quand je débute une formation, je débute toujours de la même manière. Je leur dis quelle est la personne qui vous influence le plus. Et à chaque fois, j'ai un silence qui dure un bon 2 minutes et que je trouve assez gênant parce que du coup, il y a un côté ah donc personne t'influence. Tu peux pas te projeter dans une personne et te dire j'aime bien cette personne et donc je vais comprendre un peu comment. Et donc je te rejoins totalement. C'est une question qui bloque à chaque fois. Simon et après. Martin. Et là, l'échelle locale, comme on disait tout à l'heure, pour ça, je pense que c'est la meilleure échelle, tu vois, pour avoir vraiment des rôles modèles et pour que nous, on puisse aider à en faire émerger, tu vois. Parce que, on en parlait un peu hier soir, mais sur ce sujet-là des exilés, des réfugiés, en fait, à une échelle de l'État, il y a vraiment 2 discours en fait, sur ce sujet-là. C'est que si tu es un exilé ou un tu vois, Canadien, Américain qui veut venir monter son business à Paris, tu as des bureaux à Station F, tu as un pass French Tech Visa en 2 heures, tu vois. Je crois qu'on te file du pognon, tu vois, pour monter ta boîte. Tu as le même projet, mais tu viens du Mali, tu es un migrant économique. Et on te renvoie très gentiment chez toi, tu vois. Donc clairement, c'est à une échelle locale qu'en fait on peut passer outre ça et les aider et avoir des rôles modèles et en faire un cercle vertueux. Donc c'est vraiment la bonne échelle pour réussir à faire ça. C'est hyper encourageant parce que du coup tout d'un coup on revient sur une échelle hyper réaliste et tactile, j'ai presque envie de dire, mais enfin proche de nous quoi. Ouais, tu peux faire des vrais trucs et sortir de cette incohérence que moi je n'arrive pas à comprendre. C'est que, si tu vois, on la devine en fait, tu vois la logique qui est derrière ça, mais pourquoi quand tu es canadien ou américain ou russe, tu as ton pass French Tech et quand tu viens, je cible pas la French Tech en disant ça, mais cette notion de migrant économique, on l'applique pas à ces gens-là et on les renvoie pas chez eux, quoi, tu vois. Alors qu'on est plein de Français à aller régulièrement sur le continent africain pour aller t'allumes, comprendre les usages sur le mobile parce que c'est juste dingue et on en est très loin, quoi. Et on starifie, tu vois, les Frenchies qui montent leur business à New York et on a des reportages sur eux le dimanche soir à la télé. Et, par contre, quelqu'un qui verrait en la France une opportunité pour monter son business, bah, c'est un migrant économique. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc, quoi, tu vois, ça, je comprends pas.